La Marine royale canadienne est un service fondé relativement récemment, mais cela n'empêche pas qu'il soit intéressant et instructif d'en apprendre davantage à son sujet. Au XVIIIe et XIXe siècle, dans la majorité des colonies britanniques, la défense navale dépendait principalement de la Royal Navy. Même lorsqu'une guerre touchait directement le Canada, comme la guerre de 1812, c'était la Royal Navy qui ordonnait et commandait les navires qui le défendaient sur les grands lacs. Bien que de nombreux volontaires canadiens aient servi sur ces navires et plus tard sur d'autres navires de la Royal Navy, il n'y avait pas de navires spécifiquement canadiens. Cependant, cette politique n'allait pas rester populaire indéfiniment, en partie à cause d'un sentiment croissant d'identité nationale canadienne, mais aussi en raison de l'évolution du contexte politique et technologique, ces facteurs étant souvent liés les uns aux autres, chacun renforçant l'autre. L'une des plus grandes préoccupations des Canadiens était que la seule véritable menace pour le Canada venait des États-Unis, tant sur le plan militaire direct que par des violations discrètes des traités. Autrefois, la nature des navires impliquait qu'une escadre de la Royal Navy basée en Amérique du Nord devait généralement y rester. Même si une crise éclatait ailleurs, le simple temps de trajet nécessaire, combiné à la nature itinérante des frégates ennemies à l'époque de la voile, signifiait que la situation serait généralement résolue bien avant que ces navires ne soient raisonnablement attendus au point de crise et, de toute façon, des navires ennemis pouvaient apparaître au large des côtes canadiennes quoi qu'il arrive, donc les navires restaient simplement sur place. Avec l'avènement de la propulsion à vapeur et les progrès de la vitesse des navires ainsi que des communications, les navires britanniques pouvaient être rappelés à tout moment puisqu'ils seraient capables d'arriver à temps pour contribuer à la résolution d'un problème donné, même si ce problème se trouvait à l'autre bout du monde, ou du moins pour couvrir d'autres navires qui auraient pu partir intervenir. Bien sûr, ces problèmes pouvaient n'avoir aucun rapport avec le Canada, mais ils laissaient tout de même la côte canadienne ouverte à des interventions des États-Unis ou de toute autre nation tentée par l'opportunité. Vers la fin du XIXe siècle, des incidents ont laissé la côte canadienne dépourvue de la plupart des forces de la Royal Navy redéployées par l'Empire face à une menace plus lointaine. De plus, à mesure que la puissance des États-Unis augmentait et que d'autres menaces plus importantes contre la domination britannique commençaient à émerger, l'Empire était de moins en moins enclin à réprimer chaque violation américaine des différents accords et traités, comme les accords de pêche, estimant qu'à grande échelle, cela ne valait tout simplement pas la peine de provoquer une confrontation par antagonisme. Bien sûr, lorsque ce sont vos eaux qui sont violées par des navires américains, comme la flotte de pêche américaine, cela comptait bien plus pour vous que pour un officier au Royaume-Uni, qui s'inquiétait surtout d'essayer de monter les Russes contre les Français et de dresser tous les autres Européens les uns contre les autres afin d'éviter une guerre à propos d'un morceau d'Afrique quelconque que tout le monde convoitait et sur lequel la Grande-Bretagne avait posé sa priorité. Bien sûr, l'étendue des domaines impériaux était en partie due au fait que le Royaume-Uni avait pris de l'avance lors de la Révolution industrielle, et à mesure que d'autres nations commençaient à rattraper leur retard, elles voulaient elles aussi imposer leur hymne national comme musique de boss finale pour de nombreux pays moins développés. Cela allait évidemment entraîner des rivalités qui se sont étendues à des courses à la construction navale coûteuse. La Royal Navy a donc préféré demander aux colonies de contribuer directement à son programme de construction navale. Cela leur permettait d'avoir une flotte beaucoup plus grande sous un commandement unique, qui pouvait alors concentrer une puissance écrasante au point de conflit, même si cela laissait d'autres zones temporairement exposées. Cela allait conduire à 3 développements dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, dont les 2 premiers auraient lieu au Canada. Au début des années 1880, une tentative avortée visait l'acquisition d'un navire militaire pour former un corps d'officiers de marine. Cependant, il s'est avéré qu'une vieille corvette usée, antérieure même au cuirassé, était plus un handicap qu'un avantage, et la pauvre chose qui était une ancienne Her Majesty's Ship Charybdis a été rapidement renvoyée et envoyée à la casse, non sans avoir causé d'innombrables problèmes à la navigation locale et noyé quelques personnes à cause de son état littéralement pourri. Également dans les années 1880, en partie en réponse à ce fiasco, et aussi aux préoccupations persistantes concernant la conduite des États-Unis en temps de paix, le Canada a relancé son service de protection des pêches, lui donnant ainsi une quasi-marine pour faire respecter les accords de traité, et autres en temps de paix, puisque les navires appartenaient directement au Canada et étaient armés, mais pas aussi lourdement que de véritables navires de guerre et sans mandat militaire direct, bien que le concept existait pour permettre de franchir plus facilement, si nécessaire, le pas d'un service de protection des pêches à une marine complète.
2 de ces navires, Canada et Vigilant, ont été commandés spécifiquement à des fins de formation afin de réduire encore davantage l'écart entre un service de protection des pêches armées et une véritable marine. Le troisième développement fut la montée en puissance de l'Allemagne, dont la flotte croissante était perçue comme un défi direct à la suprématie de la Royal Navy et déclencha une frénésie de construction massive. Pour compenser le coût énorme, le Royaume-Uni s'est tourné vers les colonies et les dominions pour soutenir la croissance de la Royal Navy selon le principe de la protection collective sous un même drapeau. Cela a alors déclenché une nouvelle série de 3 conséquences, cette fois internes et politiques. L'une d'elles soutenait que le Canada ne devait pas contribuer et devait plutôt maintenir une petite marine à des fins purement locales. Une autre proposait que le Canada contribue avec sa propre marine, légèrement agrandie, qui serait sous le commandement de la Royal Navy en cas de guerre. Enfin, la troisième option prévoyait que le Canada maintienne son propre petit escadron de combat et contribue au fonds de défense de la Royal Navy. Le Canada pouvait maintenir une force mixte de croiseurs et de destroyers avec son infrastructure existante, mais pas de cuirassés ni de croiseurs de bataille, et ainsi la contribution garantirait que des cuirassés canadiens ou éventuellement des croiseurs de bataille existeraient tout de même. Des incidents dans les années 1900 ont accéléré le débat. L'Australie a obtenu sa propre marine et a rapidement commandé un croiseur de bataille, et la Royal Navy a commencé à réduire sa présence mondiale pour se concentrer massivement dans les eaux européennes, laissant ainsi au Canada d'importantes infrastructures navales disponibles, des infrastructures qu'une éventuelle nouvelle marine royale canadienne pourrait utiliser sans avoir à investir massivement dans de toutes nouvelles installations. Parmi ces options, c'est celle du milieu qui l'a emporté, bien qu'il y ait eu un effort concerté du parti « voir grand ou rentrer chez soi » pour que le Canada finance presque 3 cuirassés supplémentaires de la classe Queen Elizabeth avant que cela ne soit rejeté au Sénat canadien. Cela a ensuite conduit à un accord pour former une marine qui serait basée autour d'un seul croiseur cuirassé, de 4 croiseurs légers et d'une demi-flottille de destroyers, tous à construire au Canada avec quelques véritables navires de guerre de la Royal Navy, fournis pour accélérer la formation d'un nouveau corps de marins avant que les nouveaux navires construits au Canada ne soient mis à l'eau. Ainsi, le 4 mai 1910, la Marine royale canadienne vit le jour, bien que le titre complet, incluant l'appellation « royale », ait dû attendre l'année suivante pour recevoir l'assentiment du palais de Buckingham. Ils ont en grande partie copié la paperasse de la Royal Navy car cela a été plus simple et améliorerait l'interopérabilité. Les 2 premiers navires à porter le préfixe navire canadien de Sa Majesté ou navire canadien de Sa Majesté, selon le souverain régnant au Royaume-Uni à l'époque, furent le Niobé, un grand croiseur protégé de première classe de 11 000 tonnes, principalement conçu pour la protection du commerce, et le Rainbow, un croiseur protégé de seconde classe plus petit, de tout juste plus de 3 500 tonnes, conçu davantage pour le maintien de la présence en temps de paix et l'escorte de convois. Cela inaugura également immédiatement la grande tradition, mais aussi le problème, de la Marine royale canadienne, qui devait entretenir une force sur 2 océans complètement séparés, le plus grand, le Niobé, étant affecté à l'Atlantique, considéré comme plus important, tandis que le Rainbow faisait route vers le théâtre alors moins stratégique du Pacifique. Cela prit un temps considérable puisque le canal de Panama n'existait pas encore à cette époque. Les manigances politiques au Canada prirent alors brièvement le dessus avec l'effort pour financer un dreadnought. Comme mentionné précédemment, le projet fut abandonné et les changements politiques entraînèrent une certaine apathie. Le Canada entra donc en réalité dans la Première Guerre mondiale sans rien à montrer pour tous ses efforts, à l'exception des 2 anciens navires de la Royal Navy qui servaient désormais principalement comme les plus grands et les plus lourdement armés navires de protection des pêcheries au monde. Cela allait cependant changer car les différentes déclarations de guerre en Europe montraient clairement qu'une marine était absolument nécessaire. 2 jours après le début officiel de la guerre, la Marine royale canadienne acheta une paire de sous-marins à la Colombie-Britannique, l'une des provinces canadiennes qui avait pris l'initiative de les acheter à son tour aux États-Unis, où ils étaient en construction pour le Chili avant que la commande ne soit annulée. La Marine royale canadienne devint ainsi temporairement la marine la plus dotée en sous-marins au monde, avec 50% de ses navires en service actif étant des submersibles. Cet état de fait réjouissant fut presque immédiatement gâché par la réquisition de quelques navires gouvernementaux pour le service.
Bien que les deux navires fondateurs n'aient pas duré très longtemps, le Rainbow a mis le cap au sud, servant apparemment de moyen de dissuasion face à l'escadre d'Asie de l'Est de Von Spee, surveillant la côte californienne et, par chance, évitant de justesse une rencontre avec le Seiner Majesté Schiff Leipzig lorsqu'il dut rentrer au port pour faire le plein. Elle continua ses patrouilles durant la guerre, mais après la destruction des navires de Von Spee, la principale menace devint les croiseurs auxiliaires allemands qu'elle pouvait aisément affronter. Mais le navire fut désarmé en 1917 après l'anéantissement de toute présence allemande restante dans le Pacifique, ce qui rendit son rôle moins prioritaire tandis que son équipage était grandement nécessaire dans l'Atlantique. En 1914 à Halifax, on trouva Niobe et le reste de la marine royale canadienne, telle qu'elle était, en train de se préparer à diverses tâches. Bloquer le passage et vers le port au-delà de l'île McNab, installer des filets anti-torpilles et anti-sous-marins, organiser les opérations de dragage de mines et poser une ligne de bouée pour le soi-disant War Channel, la méthode approuvée pour entrer et sortir de la zone sans heurter quoi que ce soit de particulièrement explosif ou dangereux, ainsi que déterminer comment ils allaient arrêter et fouiller les navires. Cela, ainsi que d'autres tâches administratives à terre, fut presque entièrement achevé en quelques semaines, ce qui laissa également la Marine royale canadienne contrôler pratiquement tous les émetteurs radiocôtiers dont la puissance suffisait à atteindre une distance significative en mer. La Niobe elle-même, qui avait été laissée à se détériorer entre 1910 et 1914, n'était pas en très bon état, bien qu'au tout début de la guerre, elle était en train d'être remise en état. Un mélange d'officiers et de marins de la Marine royale canadienne, de la Royal Navy et de réservistes fut rassemblé, provenant en partie de deux petites canonnières britanniques escortées par le Rainbow sur la côte ouest, puis désarmées pour transférer les hommes. La Niobe rejoignit l'escadre de blocus de la Royal Navy au large de New York, guettant qu'un des plus de 36 grands navires allemands bloqués là essaie de forcer le passage. Bien que ces tentatives de sortie aient été rares, l'arrêt et la fouille de plusieurs autres navires permirent de capturer régulièrement des Allemands qui tentèrent de rentrer chez eux pour rejoindre l'effort de guerre, du moins pendant les premiers mois du conflit. Cependant, son séjour au chantier naval l'avait à peine rendu navigable et n'avait pas vraiment réparé la plupart des dégâts causés par des années de négligence. Ainsi, à la fin de 1915, elle avait été transformée en navire-dépôt à Halifax, où elle fut peu après endommagée par l'explosion de Halifax en 1917, un incident qui méritera d'être abordé séparément à un moment donné. Les deux sous-marins croiseurs cuirassés 1 et croiseurs cuirassés 2 eurent également une courte existence. Ils patrouillaient dans le Pacifique avec le Rainbow avant d'être réaffectés à l'Atlantique, mais se sont épuisés lors du voyage. Malgré les ténèbres de la guerre, la Marine royale canadienne a reçu plus de 100 nouveaux navires durant cette période. Certes, la plupart d'entre eux étaient des chalutiers de la marine, des dériveurs, des dragueurs de mines et des patrouilleurs, ainsi qu'un yacht transformé en vedette lance-torpille. Mais cela a permis à de nombreux officiers et marins de la Marine royale canadienne d'acquérir de l'expérience en mer, aux côtés de beaucoup d'autres qui s'étaient engagés ou avaient été détachés auprès de la Royal Navy elle-même et qui, une fois la guerre terminée, rentreraient au Canada avec une grande expérience acquise à bord de navires plus imposants. La guerre a ouvert des perspectives de travail passionnantes, comme la surveillance des côtes à la recherche d'agents allemands tentant d'établir des bases pour sous-marins, tout en stimulant légèrement la construction navale canadienne, sollicitée pour fournir des navires à la Marine royale canadienne, patrouilleurs afin de surveiller l'apparition occasionnelle de sous-marins ennemis dans la région. Sans surprise, après le conflit, les effectifs de la Marine royale canadienne ont chuté drastiquement. La situation s'est brièvement améliorée car en 1920, ils ont reçu 2 sous-marins modernes, 2 destroyers modernes et un petit croiseur léger relativement moderne pour former le noyau d'une nouvelle force hauturière. La mission de Jellicoe à travers l'Empire avait recommandé qu'ils disposent en fait de 3 croiseurs légers, d'une flottille complète de destroyers et d'une autre de sous-marins, mais les réductions budgétaires continues ont fait que le seul croiseur, navire canadien de Sa Majesté Aurora, et les 2 sous-marins ont été retirés du service en quelques années, bien que les exercices et les visites qu'elle a effectués au cours de sa brève carrière sous pavillon canadien se révèlent utiles. Et les destroyers avaient également disparu avant la fin de la décennie, même s'ils ont été remplacés, mais cela a laissé la Marine royale canadienne avec seulement quelques centaines d'hommes, sans compter les réservistes.
Honnêtement, la menace de l'Allemagne avait disparu, et même si les premières années des années 1920 laissaient penser que les États-Unis pourraient prendre sa place comme menace pour les intérêts impériaux, le fait était qu'aucun programme naval réaliste, aussi ambitieux soit-il, ne permettrait à la Marine royale canadienne de rivaliser même avec une petite partie de la flotte que possédait désormais l'États-Unis Navy. De plus, l'avènement du traité de Washington signifiait que le conflit potentiel n'était pas une base utilisable pour construire une marine, du moins au Canada. À partir de ce point plutôt bas, malgré la Grande Dépression en cours, les choses commencèrent progressivement à s'améliorer pour la Marine royale canadienne lorsque les années 1930 arrivèrent, la flotte commençant à s'agrandir en partie grâce aux efforts continus d'un certain nombre d'officiers de la Marine royale canadienne qui continuaient à rappeler aux politiciens que l'économie du Canada dépendait énormément de la mer, tant pour le commerce que pour les ressources, et que le Canada devait être capable de défendre ses propres intérêts dans ce domaine. Les premiers navires à aider dans ce domaine furent une paire de destroyers qui auraient l'honneur d'être les premiers navires réellement commandés spécifiquement et officiellement pour la Marine royale canadienne, le navire canadien de Sa Majesté Saguenay et le navire canadien de Sa Majesté Skeena, faisant partie de la classe River de Destroyer, qui était légèrement plus petit mais disposait d'une portée un peu supérieure par rapport à la classe A alors en service dans la Royal Navy. L'appellation classe River fut ensuite reprise pour une série de destroyers issus de la première série alphabétique des années 1930 de la Royal Navy, qui étaient tous globalement similaires, et dont un certain nombre allaient dit plus tard appartenir à la Marine royale canadienne. Mais là, on s'avance un peu. Alors que la Marine royale canadienne comptait désormais 4 navires de surface de taille significative, ces plus petites embarcations se voyaient confier de nombreuses missions, allant de la protection des pêches à l'installation de dépôts de carburant pour les vols autour du monde, en passant par la collecte de renseignements sur les activités russes et japonaises dans le Pacifique. Cette dernière mission a notamment permis de découvrir qu'il y avait une église sur la péninsule du Kamtchatka en 1924, ce qui indiquait que l'athéisme imposé par le nouvel État soviétique mettait du temps à se répandre, même si l'importance de ce rapport pour les affaires navales reste assez difficile à déterminer. Le financement restait encore assez limité, mais à l'approche de la fin des années 1930, d'autres navires furent enfin acquis, avec le transfert de 4 nouveaux destroyers de classe C ex-Royal Navy, compensé par la mise à la casse des 2 navires acquis à la fin des années 1920, tandis qu'un autre destroyer de classe C était en cours de transfert au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la force de combat principale de la Marine royale canadienne se composait de 7 destroyers et de quelques dragueurs de mines et navires auxiliaires. Dans les années 1930, la Marine royale canadienne a décidé de baser sa force principale de guerre sur les destroyers plutôt que sur les croiseurs, car avec un budget limité, il pouvait en obtenir davantage et ainsi être présent à plus d'endroits. Dans le cas où un croiseur ennemi apparaîtrait, plusieurs destroyers pourraient l'encercler, et pour affronter des corsaires armés ou des navires ennemis en général, un bon destroyer devrait largement suffire. De plus, les destroyers étaient nettement meilleurs que les croiseurs en matière de lutte anti-sous-marine. Des plans pour une gamme élargie de petits navires, comme des sloops, ont aussi été créés, mais des problèmes de financement ont retardé leur réalisation. Un changement crucial survenu lorsque les destroyers de la Marine royale canadienne ont navigué à l'étranger au milieu des années 1930 a été la modernisation du réseau sans fil et télégraphique afin de permettre un contact permanent avec les centres de décision du Canada, car plusieurs incidents survenus au début de la décennie avaient montré qu'à l'époque, le seul endroit avec lequel les navires de la Marine royale canadienne pouvaient maintenir un contact fiable était Halifax. Un plan élaboré pour mobiliser la flotte lors de la crise abyssinienne n'a finalement abouti à rien, mais l'exercice a également été bénéfique pour déterminer à la fois le nombre et le type de fourniture dont la marine aurait besoin, ainsi que la rapidité avec laquelle elle pourrait passer en mode de guerre. Mais de débuts aussi modestes naissent de grandes choses. Cette fois-ci, il était clair que d'importantes forces d'escorte seraient nécessaires pour les convois transatlantiques dès le début et qu'il faudrait des hommes pour les armer. Avec l'infrastructure canadienne de construction navale encore capable de gérer un nombre raisonnable de petits navires et seulement quelques navires de taille moyenne, la voie de l'expansion était claire, et une fois que les chantiers navals commencèrent à produire de nouveaux navires, un nombre surprenant finirait entre les mains des Canadiens. Je ne parle pas des chantiers navals britanniques, mais d'autres chantiers.
Alors qu'un certain nombre de nouveaux navires de la Marine royale canadienne viendraient effectivement d'outre-Atlantique, principalement une variété de destroyers, beaucoup des frégates et corvettes qui constitueraient l'essentiel de la force de la Marine royale canadienne en temps de guerre proviendraient de l'industrie navale canadienne elle-même, y compris le merveilleusement mais aussi inquiétant nommé navire canadien de Sa Majesté amiante, une corvette de la classe Flower. Du côté plus offensif, la Marine royale canadienne finirait par posséder un total de 9 destroyers de la classe Tribal, beaucoup plus grands, qui mèneraient de nombreuses opérations au large des côtes de l'Europe occupée, avec un peu moins de la moitié d'entre eux issus des chantiers navals d'Halifax. Avec les habituelles petites embarcations comme les dragueurs de mines et les vedettes lance-torpilles, la Marine royale canadienne allait gonfler pour inclure environ 120 corvettes, près de 70 frégates et, en grande partie, grâce au transfert de navires construits aussi bien par les Britanniques que par les Américains, ces derniers dans le cadre de l'accord Destroyer contre base via le Royaume-Uni, un total d'environ 40 destroyers arboreraient également le pavillon de la Marine royale canadienne, même si aucun de ces chiffres ne correspondrait à des navires tous en service en même temps, en raison des pertes continues durant la guerre. Du côté des plus grands navires, la Marine royale canadienne allait également acquérir un trio de croiseurs auxiliaires armés et plus tard une paire de croiseurs, tout en fournissant également l'équipage réel pour une paire de porte-avions d'escorte qui porterait cependant toujours la désignation Her Majesty's Ship plutôt que navire canadien de Sa Majesté en partie parce que la Marine royale canadienne ne disposait pas d'une composante aéronavale significative et que les groupes aériens étaient donc composés de la Fleet Air Arm, mais aussi parce que des stipulations légales concernant les navires construits aux États-Unis signifiaient qu'ils ne pouvaient techniquement pas être vendus ou donnés. Ces deux derniers navires allaient constituer un noyau d'équipage de la Marine royale canadienne familier des opérations sur porte-avions, ce qui serait vital dans l'environnement immédiat d'après-guerre. Grâce à une croissance explosive, à relativement peu de pertes et, bien sûr, à la réduction assez marquée du nombre de navires de guerre de l'Axe encore à flot, la Marine royale canadienne allait finir par devenir la troisième plus grande marine de la planète, au fur et à mesure de la progression de la guerre, du moins en termes de nombre de coques de combat actives. Il y aurait également un nombre considérable d'officiers et de marins de la Marine royale canadienne et de la réserve volontaire de la Marine royale canadienne servant au sein de la Royal Navy elle-même, et qui, en général, se sont très bien comportés lors d'incidents allant de Dunkerque à la bataille du détroit du Danemark, aux raids sur les cales sèches de Saint-Nazaire et au naufrage du Tjernhorst. Il y aurait également une petite mais force vitale de tout juste plus d'une centaine de membres de la Marine royale canadienne servant à bord et commandant des vedettes lance-torpilles et des canonnières dans la guerre acharnée qui se poursuivait dans la Manche et en Méditerranée entre les petites embarcations alliées et leurs homologues de l'Axe. Comme on pouvait s'y attendre d'une force qui est passée d'une poignée de navires de combat à plus de 200 corvettes et bâtiments de taille supérieure en quelques années, la grande majorité du personnel de la Marine royale canadienne était relativement inexpérimenté, beaucoup s'étant engagés uniquement pour la durée de la guerre, ce qui a entraîné quelques problèmes initiaux dus à ce manque d'expérience, d'autant plus que l'escorte de convoi, la tâche principale de la Marine royale canadienne, n'était pas un environnement particulièrement indulgent. Mais ils ont appris rapidement et se sont vite forgé une réputation de travail efficace et rigoureux, ce qui, à mon avis, peut être illustré par un incident en particulier. À l'été 1942, la Marine royale canadienne a été confrontée à un certain problème. La majorité du pétrole qu'elle utilisait, ainsi que le pays dans son ensemble, provenait de champs dont les ports se trouvaient dans et autour des Caraïbes. Mais cela coïncidait aussi avec la fin de ce que les U-Boots appelaient la deuxième heureux temps, lorsque l'absence de convoi au large des côtes américaines offrait une cible facile, éclairée par l'arrière ou sous-marin de la Kriegsmarine. Entre cela et un manque relatif d'escorte pour les convois transatlantiques vitaux, les livraisons de pétrole vers le Canada étaient réduites à un rythme alarmant, au point que certaines régions de la côte et canadienne ne disposaient plus que de 2 semaines de réserve de pétrole. Pour tenter de remédier à cela, le vice-amiral de la Marine royale canadienne, Anelas ou Nels, a probablement envoyé une demi-douzaine de navires d'escorte, composés de 4 corvettes et de 2 destroyers dans les Caraïbes pour escorter un certain nombre de convois qui comptaient une forte présence de pétroliers. L'une de ces étapes serait les convois Trinidad Outbound Route, ou TAW, qui emmenèrent les navires de Trinité vers le nord, à travers les Caraïbes, où ils pouvaient être transférés à d'autres convois se dirigeant plus loin dans l'Atlantique. Le 24 août 1942, le convoi Trinidad Outbound Route 15 se rassemblait avec une force d'escorte plutôt hétérogène.
Un vieux destroyer américain, le United States Ship Lee, dirigeait la force, accompagné du poseur de mine néerlandais reconverti en canonnière puis en navire d'escorte, Jan van Brekel, et l'essentiel de la force d'escorte était composé de 3 corvettes de la Marine royale canadienne, Halifax, Snowbury, qui sera plus tard immortalisé sous forme de maquette en plastique, et Oakville. La route était tracée vers Aruba, puis vers Cuba, ensuite Key West, où le convoi fusionnerait avec un autre qui se dirigerait alors vers New York sous une nouvelle désignation, puis de là vers Halifax, le port et non la corvette qui faisait déjà partie de la force d'escorte. Le premier sang fut versé par la Kriegsmarine, avec l'U-558 et l'U-164 revendiquant chacun une victoire, mais étant repoussés par les PBUSI Catalina en patrouille, qui, dans les eaux plus proches des Caraïbes, pouvaient fournir une couverture aérienne beaucoup plus régulière et constante. Après avoir rejoint d'autres pétroliers, le 26, le convoi avait atteint une position adjacente à Cuba et progressé rapidement vers le nord lorsqu'il fut repéré par le vétéran U-94 sous le commandement de l'Oberleutnant Otto Hitz, qui décida d'abord d'informer les autres U-Boot de la zone de l'arrivée des cibles avant de plonger et de se diriger lui-même vers l'attaque. Cependant, sa transmission fut interceptée et triangulée, si bien que les escorteurs du convoi se sont déployés, ayant été informés de cela et anticipant ainsi la menace. Avec le beaucoup plus grand type 9 U-511, le plus petit type 7 U-94 lança son assaut dans l'obscurité du 27. Le plus grand sous-marin a réussi à lancer une salve de 4 torpilles qui finirent par couler 2 navires et en endommager gravement un troisième, tous étant des pétroliers vitaux. U-94, quant à lui, réussit à se faufiler entre l'Oakville et le Snowbury, mais fut repéré par un PBI en patrouille qui toucha le sous-marin avec une série de 4 charges de profondeur, arrachant ainsi ses hydroplans. À bord de l'Oakville, l'appel au poste de combat retentit et la corvette de classe Flower fit demi-tour pour foncer droit vers les colonnes d'eau qui s'effondraient, son Anti-Submarine Detection Investigation Committee émettant des signaux frénétiques. Le U-94 sous-marin hors de contrôle tentait de souffler ses ballasts pendant que l'Oakville le bombardait de charges de profondeur, suivant sa trajectoire présumée sous les vagues. Le sous-marin a émergé à la surface et l'Oakville a mis le cap pour l'éperonner, un risque non négligeable étant donné que l'Oakville n'était plus lourd que de 20% par rapport à sa cible et qu'il avait été construit selon les normes de la marine marchande. La corvette a frappé le sous-marin d'un coup de côté avant de faire demi-tour et d'ouvrir le feu, le canon de 4 pouces du navire perçant un trou net dans le kiosque tandis que ses armes plus légères criblaient le reste du sous-marin. Un autre tir du canon de 4 pouces envoya le canon de pont de 88 mm du sous-marin par le fond, et l'Oakville fit un cercle et revint à la charge, réussissant à nouveau un coup de côté. Trop près pour tirer au canon, l'équipage saisit tout ce qui était à portée de main. Dans ce cas, les bouteilles vides de Coca-Cola stockées sur le pont étaient nombreuses et faciles à lancer, si bien qu'une pluie de bouteilles et de verres brisés s'abattit bientôt sur le sous-marin. Alors que l'Oakville s'éloignait, une nouvelle salve de charge sous-marine explosa. Une gerbe d'eau jaillit directement sous le sous-marin, confirmant qu'il était impossible de se tromper. Sans surprise, cette attaque furieuse força le commandant du U-Boot à ordonner l'abandon du navire à son équipage. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'Oakville était revenu à la charge, et avec le sous-marin hors d'état, la troisième tentative fut la bonne. Il percuta le U-Boot de plein fouet, juste après le kiosque criblé de trous. Le seul petit problème était que, contrairement à un cuirassé ou un croiseur de la Première Guerre mondiale, l'Oakville n'avait pas d'éperon à la proue, juste une courbe douce, et avec ses proportions de coque assez pleines, il avait tendance à lever la proue lorsqu'il avançait à grande vitesse. Ainsi, l'éperonnage fut moins un gros choc, suivi d'un arrêt brutal qu'un passage en douceur au ralenti, l'équipage ressentant 3 impacts distincts résonner dans le navire. D'abord, la proue monta et passa par-dessus le sous-marin, puis le dôme Anti-Submarine Detection Investigation Committee fut arraché, et enfin, l'unique hélice du navire trancha la coque extérieure du sous-marin alors que l'Oakville terminait sa traversée au-dessus du submersible ennemi. Observant les résultats, le capitaine de l'Oakville, peu impressionné et sans signe de l'équipage allemand, alors que son navire prenait l'eau à cause de brèches dans la coque dues au frottement contre l'U-94, appela une équipe d'abordage pour placer son navire bord à bord avec l'ennemi. L'équipe d'abordage du navire offrait un spectacle plutôt surprenant, ayant été réveillée en sursaut par l'alarme en pleine nuit.
La douzaine d'hommes rassemblés portèrent des pistolets, des grenades et des lampes torches, mais à cause de l'appel précipité et de l'environnement tropical, la plupart d'entre eux ne portaient qu'un casque en acier et un masque à gaz, accompagné d'un short ou de sous-vêtements, et pas grand-chose d'autre à part, parfois, une ceinture de sauvetage. Ne leur manquait plus que la peinture argentée pour compléter le tableau. Ils se rassemblèrent sur le Vauxhall juste à temps pour être tous assommés par l'équipage du canon de 4 pouces qui, apparemment inconscient de tout le reste, s'affairait à dégager un incident de tir et finirent par faire feu juste au-dessus de leur tête. Seulement 2 hommes reprirent conscience avant que l'Oakville, perdant de la puissance, ne s'éloigne du U-94. Étourdis et plus qu'un peu commotionnés, ces 2 hommes, Hal Lawrence et Art Powell, sautèrent par-dessus le bord du navire. La chute de 3 mètres fit céder la ceinture de Lawrence à l'atterrissage, le laissant vêtu seulement de son masque à gaz et d'une ceinture de sauvetage, bien qu'il ait aussi ramassé une chaîne quelque part. Sa journée ne s'améliora guère, car une vague le projeta aussitôt par-dessus bord, lui faisant perdre la chaîne, mais heureusement pour lui, Powell le ramena à bord du sous-marin alors que l'Oakville à la dérive criblait la tourelle du sous-marin de tir de mitrailleuse à mesure que la distance augmentait à nouveau. Alors que les 2 hommes approchèrent de la tourelle et que les tirs de mitrailleuse faiblissaient, 2 officiers allemands émergèrent, jetèrent un coup d'œil aux Canadiens presque nus, masqués et armés d'un pistolet, et, sur ordre de se placer à l'arrière de leur sous-marin, décidèrent qu'il était en fait bien plus sûr de simplement sauter à la mer et de nager vers la sécurité. Prenant conscience de leur situation en tant que 2 hommes isolés, les membres de la Marine royale canadienne ordonnèrent aux prochains Allemands, qui apparaîtraient, de rester à l'intérieur, mais que ce soit par bravade mal placée, par devoir, par simple incompréhension de la situation ou même de la langue, ou simplement par envie de sortir du sous-marin, ces 2 membres d'équipage du U-boot continuèrent d'avancer et finirent tous 2 par être abattus. Après avoir vérifié qu'aucune autre écoutille n'allait s'ouvrir pour les prendre à revers, le reste de l'équipage allemand disponible fut ordonné de sortir de manière plus contrôlée, où Powell les tenait en joue à l'arrière du sous-marin, tandis que Lawrence entrait dans le navire pour tenter de récupérer tout objet sensible comme des carnets de code, des journaux de bord ou peut-être même la machine Enigma du sous-marin. Cependant, l'équipage avait été minutieux dans l'élimination de ces objets durant le peu de temps dont il disposait, et toutes les vannes à bord du U-94 avaient aussi été ouvertes. Après une brève nage dans le poste de commandement qui se remplissait rapidement, il était clair que le sous-marin était perdu. Avec le fracas des cloisons qui s'effondraient, Lawrence refit surface et les Canadiens dirigèrent leurs prisonniers par-dessus bord, tandis que le U-94 disparaissait. Même au loin, le grondement des torpilles du U-51 touchant leur cible se répercutait sur les vagues. Quelques Allemands, y compris les 2 premiers qui étaient passés par-dessus bord, nagèrent vers l'Oakville et l'atteignirent, tandis que la majorité, dont Lawrence et Powell, furent récupérés par l'United States Ship Lee qui était venu prêter assistance. La seule légère complication à ce stade fut de convaincre l'équipage américain que Lawrence, qui était maintenant nu et couvert d'un mélange de sang et d'huile, n'était en réalité pas un sous-marinier allemand. Cela fut finalement accompli par un long flot d'invectives qu'il avait appris lors de son service antérieur dans la Royal Navy, où, sans se répéter, il passa plusieurs minutes à remettre en question la légitimité et l'ascendance des hommes qui le poussaient avec les Allemands, ainsi que celle de leurs ancêtres, sur plusieurs générations. Cela lui valut finalement d'être nettoyé, de recevoir des vêtements et d'être rapidement renvoyé à l'Oakville en difficulté, car il fut rapidement conclu qu'aucun Allemand n'était susceptible de connaître autant de jurons anglais. On lui a alors dit que l'Oakville était toujours en poste de combat et qu'il devait monter sur la passerelle prendre son poste de veille. L'Oakville, assez endommagé, fut dûment détaché du convoi pour effectuer des réparations et le convoi lui-même atteignit sa destination sans autre perte. Je pense que cela résume assez bien toute la gamme d'efforts déterminés des marins de la Marine royale canadienne pour assurer la sécurité de ceux dont ils avaient la charge. En plus du U-94, la Marine royale canadienne revendiquera la destruction ou la capture de 26 autres sous-marins et de plusieurs dizaines de navires réguliers de l'Axe au cours de la guerre, au prix de la perte de 24 de leurs propres navires de différentes tailles. La plupart des destroyers canadiens participeraient également à des missions d'escorte de diverses sortes, y compris la protection et le soutien des forces lors du débarquement de Normandie. L'exception à cela serait la classe tribale canadienne, que l'on retrouvait souvent aux côtés de leurs homologues de la Royal Navy, engagés dans une série féroce de combats contre des destroyers et vedettes lance-torpilles allemands le long de la Manche et de la côte française, avec quelques incursions occasionnelles dans l'Arctique, et dont les exploits mériteront également une vidéo dédiée à un moment donné.
Bien que la menace des U-Boots ait persisté jusqu'à la fin de la guerre, elle diminuait en tant que problème global à partir de la mi-1943 et donc en 1944. L'attention avait commencé à se tourner, du moins sur le plan naval, vers le Pacifique, bien que la Marine royale canadienne se soit également distinguée durant la période intermédiaire en opérant des péniches de débarquement et autres sur les plages d'Afrique du Nord, de Sicile, d'Italie et du jour J, où, bien sûr, l'une des 5 plages a été principalement prise par les troupes canadiennes. Une opération plus réussie que le raid sur Dieppe, qui avait aussi vu une forte implication canadienne. Une partie du chaos de ce jour particulier a été résumée par le sous-lieutenant D. Ramsay, réserve volontaire de la Marine royale canadienne, qui a vu ce qui suit. Il a dit qu'il y avait un chalutier allemand armé qui a été complètement soufflé hors de l'eau par l'un de nos destroyers. Un obus de 5 pouces est passé de part en part du bateau à côté de moi sans exploser. Le capitaine Jones, officier du bateau et réserviste de la Royal Navy, un ancien marin de chalutier hurlant des insultes aux Allemands et lançant de temps en temps la célèbre expression de Jones « Va te faire voir !» et une grande maison remplie de mitrailleurs allemands tirant sans relâche sur quiconque s'approchait de la plage. Il y avait un jeune de 88 ans dont l'aile avait été sectionnée par le marin valide Mitchinson de l'Ontario dans le bateau à l'arrière, un avion piquant bas derrière un destroyer et larguant une bombe de 900 kg qui a ricoché au-dessus du mât et explosé à environ 10 mètres sur l'avant-tribord, et en jetant un œil par-dessus la boîte du barreur et en regardant dans le canon fumant d'un Me 109, je suis ici pour dire que c'était vraiment un coup très près. C'était un peu chaotique sur la plage de Dieppe, pour être tout à fait honnête, mais à l'approche de la fin de la guerre contre l'Allemagne, l'attention allait inévitablement commencer à se tourner vers le Japon. Fin 1944, des navires de la Marine royale canadienne étaient déjà déployés avec la flotte britannique du Pacifique, rejoignant les nombreux Canadiens servant déjà dans la Royal Navy durant la guerre du Pacifique. Ottawa planifiait aussi d'étendre les capacités de la Marine royale canadienne au-delà de sa mission anti-sous-marine. La guerre dans le Pacifique devait culminer avec une invasion massive du Japon lui-même, et cela nécessiterait une marine assez différente de celle requise pour les opérations dans l'Atlantique. Il y avait beaucoup moins besoin d'un grand nombre d'escortes de convois dans le Pacifique de 1944 et 1945, sauf si vous étiez le Japon, mais comme le Canada était de l'autre côté, cela n'avait pas vraiment beaucoup d'importance. En conséquence, la Marine royale canadienne allait commencer à s'orienter vers une flotte plus océanique, cherchant à acquérir ou construire de plus grands destroyers comme les Tribal et aussi à obtenir une paire d'anciens croiseurs de la Royal Navy. L'un légèrement utilisé, l'autre pratiquement neuf, avec des plans pour acquérir beaucoup plus de navires de surface lourds de la Royal Navy, y compris 2 porte-avions, mais une fois de plus, les circonstances, en l'occurrence la fin de la guerre, sont intervenues et le plan a été considérablement réduit à l'exploitation d'un seul porte-avions, le Warrior, qui a été échangé contre un meilleur, qui ne servait pas aussi de navire frigorifique assez rapidement, en plus de moderniser les plus grands destroyers et autres navires déjà possédés par la Marine royale canadienne. Mais dans les quelques années qui ont suivi la fin de la guerre, la grande majorité des petits navires qui constituaient l'essentiel de la force numérique de la Marine royale canadienne en temps de guerre avaient été vendus, mis à la casse ou envoyés en réserve, car la Marine royale canadienne allait se réorienter vers un nouveau rôle dans ce qui devenait rapidement la guerre froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une suggestion de navire à examiner. Pensez à commenter le post épinglé pour vos questions sur la cale sèche.